Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Ensemble, c'est mieux, votre rendez-vous quotidien sur France 3, Centre Val-de-Loire. Vous le connaissez bien maintenant, ce rendez-vous. On parle de solidarité, d'initiative, du cru, de la région, oui, de notre belle région. Et d'ailleurs, on a besoin de vous pour alimenter cette émission quotidiennement. Alors n'hésitez pas à nous envoyer vos messages par mail à l'adresse cvdl@ensemble-c'est-mieux.fr, sur notre page Facebook Ensemble c'est mieux avec France 3 ou par téléphone au 0805 383 383. On compte sur vos messages. Bonjour Émilie, bonjour Charlie. Bonjour Frédéric, bonjour Émilie. Alors justement, en parlant de messages, Émilie, on a reçu beaucoup de messages par rapport à l'émission d'hier et les téléspectateurs souhaitaient revoir votre coucou final. Hein. Même la reine d'Angleterre voudrait prendre des leçons. Est-ce que vous pouvez nous refaire le Miss France qui nous a appelé. Absolument, non, là, il faut réparer C'était cette comment erreur. Allez-y, refaites-le qu'on rigole un coup. Je suis... Comment vous faites coucou? Je suis en proie à... Je peux pas le refaire. Bon, alors, vous regarderez en SOS replay. Bizutage, je suis la victime de ces deux personnes. Vous pouvez écrire pour me soutenir à cvdl@ensemble-c'est-mieux.fr. En plus, je suis sûre qu'elle va avoir plein de messages, c'est que je la connais, elle a un fan club, Émilie. Voilà, en tout cas, vous voyez la bonne humeur est sur le plateau et on va voir si elle est dans notre sommaire. Allez, c'est parti tout de suite en images. Bonne nouvelle pour ceux qui n'avaient pas encore pu la voir, l'exposition Boutée de Monvel face à Jeanne d'Arc, la fabrique d'une icône, sera visible jusqu'en mai 2019 à l'hôtel Cabu. L'occasion pour Émilie et son invité de revenir sur l'œuvre passionnante de ce peintre orléanais qui a marqué les esprits avec sa belle Jeanne d'Arc. Sphinx, européen, Cornish Rex, Maine Coon, Manx, et oui, on va vous parler des chats. On en compte 12,7 millions en France et ils n'ont pas fini de nous séduire avec leurs pattes de velours et leurs ronrons apaisants. Charlie a convié une comportementaliste, spécialiste des félins, qui nous donnera des conseils pour cohabiter sereinement avec Minet. Et puis, à l'occasion de la Journée nationale de la trisomie 21, le 21 mars prochain, nous recevrons l'association Jouons en marche, dont l'objectif est de créer dans le Loiret une structure de l'Arche accueillant des personnes adultes en situation de handicap mental dans un lieu favorisant le vivre ensemble. Et le vivre ensemble, ça nous connaît dans cette émission, bien évidemment. On va aller rejoindre Héloïse, qui elle aussi le pratique quotidiennement. Elle est aux Assises du journalisme de Tours pour la deuxième journée consécutive. Comme un poisson dans l'eau, ou devrais-je dire comme un chat sur son radiateur, pour faire allusion à la chronique de Charlie qui va venir dans quelques minutes. Bonjour Héloïse, comment ça va ? Bonjour Frédéric, bonjour à tous, ça va super, moi si ce n'est que j'ai pas trouvé le radiateur, hein. J'ai beau le chercher un petit peu partout pour finir ma nuit, mais non je l'ai pas trouvé, du coup je profite de la chaleur de mes congénères. Oui, parce qu'il y a du monde à ces assises du journalisme, vous l'avez dit, elles ont démarré hier, elles se poursuivent aujourd'hui, demain et samedi, salon du livre, je vous rappelle tout ça bien sûr. Les congénères, il y en a pas mal ici, il y a beaucoup de journalistes, il y a beaucoup de citoyens aussi qui viennent dialoguer ensemble pendant ces belles journées d'assises. L'année dernière, il y avait 4500 personnes qui sont venues. On espère qu'il y en aura autant cette année. En tout cas, il y a énormément de scolaires, de jeunes qui viennent se frotter au métier du journalisme, à la radio notamment. Et ça va être un petit peu l'axe sur lequel on va travailler ce matin, justement. On va vous emmener voir tout un tas d'initiatives géniales dans lesquelles les jeunes se frottent à l'univers du journalisme. Et vous allez voir, ce n'est pas une mince affaire. On a hâte de découvrir tout ça. Et puis, ce qui est bien avec ces assises, c'est qu'on ne doit pas montrer patte blanche puisque c'est ouvert à tout le monde et ça c'est la bonne nouvelle. Un gros miaou. Exactement. À tout à l'heure. En forme. Ouais. Bien joué. Attention au coup de griffe quand même. Ouais, et nous on va continuer bien sûr, on va parler des chats avec une question d'un téléspectateur, c'est bien ça ? Oui, question d'une téléspectatrice, c'est parti, jingle. Et c'est pas Héloïse qui nous a posé une question. Héloïse a 2 chats chez elle. Ça peut peut-être la concerner. C'est une question d'Audrey de Tours. Regardez sa question. Bonjour, je m'appelle Audrey. Je viens de Tours. J'ai appris récemment que mon chat était allergique au soleil et j'aurais aimé savoir comment la protéger le mieux possible. Eh oui, nos amis les bêtes ne sont pas épargnés par le soleil. Si nous, on peut avoir des allergies au soleil, pourquoi les animaux n'en auraient pas ? Parce qu'ils ont des poils. Eh oui, ils ont des poils, mais il y a certains chats, certains chiens qui ont une sensibilité, peut-être. Une sensibilité au soleil. Alors, c'est moins fréquent évidemment que chez nous, les hommes, mais les zones qui ne sont pas recouvertes de poils, ou alors, vous savez, il y a des chats sans les poils. oreilles, au niveau du nez. Oui, au niveau du museau. Évidemment, il y a des zones comme ça qui sont très sensibles. Ces zones, faut les protéger. Il y a des races de chats comme les chats blancs, comme les sphinx. Les
oui, les sphinx. Sans poils. Les siamois. Nus. Merci. Non, J'ai cherché voilà, les sphinx, merci, qui ont une peau entièrement glabre, voilà, comme on voit. Et ben, ces chats-là, effectivement. Ah oui, eux, ils ont besoin d'une bonne protection polaire. il faut les protéger pour Oui, éviter mais des lésions qu'on appelle des kératoses actiniques. C'est un épaississement de la peau. Ça peut survenir sur les chats et sur les chiens, évidemment. Alors, comment les protéger pour répondre à la question d'Audrey, pour éviter qu'ils soient allergiques, pour éviter tout ça? Eh bien, il existe des écrans solaires. C'est assez récent, ces écrans solaires, spécialement adaptés, disponibles chez le vétérinaire. Un parapluie, pourquoi pas? C'est plutôt un gadget, mais voilà, ça, je suis pas sûr que ça protège énormément. En tout cas, ces écrans solaires sont assez efficaces. Ça protège les chiens, les chats. Et puis, vous pouvez même être remboursé. Il y a un forfait prévention contenu dans certaines formules d'assurance santé animale. Donc, renseignez-vous auprès de votre assurance. Peut-être que ça Elles sont peut chères en vous être général, les assurances santé directement, animale, et elles ne couvrent pas les animaux vieux, par exemple. Ouais, ça dépend. D'accord, mais peut-être qu'elle couvre les coups de soleil. Mais attendez, c'est un écran, un spray, c'est que ça se passe C'est un comment? spray, c'est une crème qu'on applique, vous le disiez, Émilie, sur le zones, museau, au niveau des pavillons des oreilles, au niveau du ventre aussi. Le ventre est très sensible chez les chats. Donc voilà, Audrey, la solution, c'est de se renseigner chez votre vétérinaire, évidemment. Et puis, vous nous proposez quotidiennement des applications. Ne me dites pas que vous avez trouvé une application pour que nos amis les chats puissent jouer. Bah si, les chats aussi ont le droit de s'amuser. J'ai trouvé une application qui est assez incroyable. Je l'ai testée avec mon chat. Alors lui, il est pas très joueur, donc ça s'appelle comment? Ça n'a pas fonctionné. Il s'appelle Cheyenne, mon chat. C'est mignon. Oui, c'est mignon. C'est pas moi qui l'ai choisi, mais c'est mignon. L'application s'appelle Cat Fishing. Alors le but en fait c'est d'attraper les poissons. Il y a plusieurs niveaux, niveau 1, 2, 3, vous l'avez compris, niveau 1 il faut attraper un poisson, niveau 2, 2 poissons, 3 poissons, etc. C'est assez bien fait, sous forme de bulle. Dès que le chat met sa patte sur l'écran, il y a des petites vaguelettes, voilà, et puis dès qu'il l'attrape et touche le poisson Donc, disparaît. pour savoir tout ça, si votre chat ça ne l'intéressait pas, j'en conclus que c'est vous qui l'avez testé, le jeu pour chat en fait. Bah ouais, ça marchait pas avec lui. Il voyait le poisson, il laissait filer. Donc finalement, ça marche bien. Mais mettez un film protecteur sur votre écran. Ça évitera de casser votre écran, évidemment. Voilà. Il existe des applications pour chats. J'ai trouvé ça. C'est génial. Merci Cat beaucoup. Fishing. Ouais, C'est Cat gratuit. Fishing. Et puis on va parler des chats, bien sûr, avec Évidemment. une comportementaliste. On a plein de questions à lui poser. Et tout de suite, on va retrouver Héloïse aux assises du journalisme au MAM, voilà, à Tours. Et puis voilà, on a parlé des chats de Charlie. On salue bien sûr Apollon et Barnabé, les deux chats de notre amie Héloïse, qui sont bien tranquilles à la maison en train de la regarder pendant qu'elle travaille. Eh ouais, c'est comme ça les chats. Bien sûr, j'ai laissé la télé allumée avant de partir, effectivement. Comme ça, ils vont pouvoir découvrir justement ce qui se fait de beau ici. Vous voyez, on s'est éloigné du grand auditorium et de tout le reste, je dirais, de l'agitation des assises. Ici, on est où, Mathieu? Alors ici, on est dans une salle de rédaction. C'est la salle de rédaction de Cité Radio, la radio des Assises, qui émet pendant toute la durée, pendant les 4 jours des Assises, donc les 3 jours des Assises, plus le samedi pour le Salon du Livre, de 8h à 20h. Voilà, donc c'est une radio avec une matinale, avec un journal à la mi-journée, puis plein d'émissions en direct. Et alors, c'est une radio qui fonctionne à l'énergie de chacun, en fait, C'est ça. Alors, avec plein de profils différents. Ouais. Expliquez-moi un petit peu. L'avantage, c'est que c'est l'énergie de chacun, mais comme c'est les assises journalistes, il y a quand même beaucoup de journalistes. Ouais, bon. Donc ça aide. Ça aide quand même. Ça aide pas mal. mal. Alors il y a le club de la presse qui participe. C'est lui qui chapeaute, on est d'accord sur ce projet-là. Disons qu'il labellise un peu, qui chapeaute tout ça. Ouais. C'est Cité Radio, l'association qui est une radio qui fait de la radio un peu en itinérance, un petit peu dans les collèges, etc. Qui assure la logistique, l'encadrement, et puis il y a aussi des services civiques ou des gens qui y travaillent, donc qui nous aident plus que nous aider et qui rendent ça possible en fait. D'accord. Et puis après, il y a des bonnes volontés, voilà, qui se greffent au fil des. Ouais, pas mal de journalistes radio, des animateurs qui viennent en fait filer un coup de main, encadrer un peu tout ça. C'est un peu c'est un peu tous les journalistes tourangeaux qui se fédèrent dans cette super initiative. Mais c'est génial. Le but c'est quoi? C'est que justement n'importe quel tourangeau puisse savoir un peu ce qui se dit. Alors ici. oui, le but il est double. Il est surtout de faire savoir ce qui se passe. Donc on diffuse des débats, et comme on a une fréquence 89.3, on peut dans tout tour savoir ce qui se passe en direct aux assises. Donc ça permet, même si on n'y va pas, même si on ne peut pas y aller, on peut écouter ce qui se passe. Et puis et aussi le deuxième but, c'est de diffuser
un petit peu le meilleur des débats qu'on peut avoir et reproduire en studio dans des émissions, les débats et en les rendant le plus grand public possible. Ouais, et en les enrichissant aussi, pourquoi pas avec des invités. Ouais, alors les invités locaux. Ouais, on va aller au studio. Ouais. Pas mal d'invités. C'est le cœur de même si tout se passe là, c'est le cerveau, là-bas c'est le cœur. Bah, voilà, mais ça bat dans tous les cas. Ah bah oui, il vaut mieux. Donc des invités, vous me disiez, des invités locaux, des invités aussi de marque un peu, ceux qui sont ici. L'avantage, c'est qu'on a un vivier incroyable. Il y a quand même 300 journalistes qui viennent à peu près de. Alors j'allais dire de toute la France, mais non, même pas du monde entier, parce que il y a des gens qui viennent de Tunisie, du Québec, enfin partout. Ouais. Et donc bah oui, on fait un peu notre marché. Donc c'est un marché de choix, hein, parce que donc on peut avoir à la fois des confrères prestigieux, ou alors, mais on cherche pas forcément le people. Hein, ce qu'on veut, c'est simplement des gens qui ont une pratique. Ouais. Et ce qui est super, c'est qu'on peut avoir des gens qui ont une super initiative ou un super média dans leur coin. Bah là, ils viennent. Alors, on peut leur expliquer comment ça marche chez vous, comment vous avez monté ça, comment vous le faites vivre. Ouais. Et on les a en direct. C'est super. C'est vraiment... voilà. Et vous avez un super studio, quand même, franchement. Chapeau. Il y a de la vidéo, il y a du son. Il y a tout pour faire des super émissions. Il y a Guillaume qui, lui, est de RCF. Bonjour, Guillaume. Bonjour. Vous venez justement apporter votre expérience, votre savoir-faire, votre professionnalisme ici, c'est ça? Je vais m'asseoir, alors il paraît que c'est la place de l'animatrice principale, alors j'y vais. Venez donc vous asseoir avec nous quand même. J'en profite, il n'y a pas d'émission là pour le moment, donc je ne vais pas faire de carnage à l'antenne, ne vous inquiétez pas. Guillaume, qu'est-ce que vous apportez justement Un peu de tout, animateur, chroniqueur, régisseur aussi, donc voilà, polyvalent, mais toujours avec un vrai plaisir de faire Cité Radio. C'est la deuxième saison qu'on fait cette aventure ici aux Assises du journalisme de Tours, et c'est toujours vraiment un vrai plaisir. Voilà, aller à la rencontre des journalistes. Vous venez à titre bénévole. Oui. Vous donnez énormément de votre temps. Enfin, l'objectif, c'est quoi? Alors justement, c'est de convaincre des gens comme Antoine de faire de la radio. C'est plutôt de les accompagner pour qu'ils se professionnalisent, pour qu'ils montent en compétences. C'est quoi? Oui, justement, effectivement, accompagner des jeunes en service civique. On a 3 jeunes en service civique ici à Cité Radio, et voilà. On prend effectivement un vrai plaisir à les aider, qu'ils soient polyvalents, qu'ils découvrent plein de choses et que voilà, ils donnent vraiment envie de s'orienter vers le journalisme. Ouais, il paraît que Antoine a de bonnes prédispositions. Oui, effectivement, j'ambitionne d'intégrer une école de journalisme à la rentrée de septembre, donc que ce soit le PJT à Tours ou ailleurs. Voilà, moi je veux effectivement, j'aimerais faire carrière dans le journalisme. Bon, et alors là, tes premières impressions justement. Je sais qu'on t'a laissé en plus des tranches horaires entières. On t'a dit vas-y, banco, t'y vas, fais-toi plaisir. C'est quoi le ressenti? Eh ben écoute, c'est un petit peu stressant, mais tout se passe très bien. Tout le monde ici est formidable, tout le monde travaille bien, et on prend vraiment un grand plaisir à travailler ici. En tout cas, pour ce premier jour des Assises, c'est vraiment une très très bonne journée. Grand plaisir. Ouais. Tu rencontres aussi pas mal de monde là. C'est l'occasion de faire aussi du réseau. Hein. Ah mais complètement. Ne serait-ce qu'avec le club de la presse, avec qui on travaille d'ailleurs avec Cité Radio presque au quotidien, au final, où on se croise très régulièrement, c'est l'occasion de ce service civique de découvrir le milieu du journalisme, de partir en reportage, de faire des conférences de presse, d'apprendre à rédiger des articles, à monter des reportages sonores. Alors on ne fait pas de vidéo ici à Cité Radio, mais on fait quand même énormément de choses et c'est vraiment formidable. Ouais. Et alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est si vous l'avez un petit peu dit, Mathieu, mais c'est qu'en fait, donc vous êtes présent là sur les Assises, mais il y a plein d'autres moments dans l'année où vous vous déplacez, vous allez dans des quartiers, et vous montez, un studio sur une semaine et vous faites participer les habitants, etc. Tout ça pour dire que je veux absolument qu'on reste en contact parce que avec plaisir. Voilà. Et donc on reviendra vous voir, c'est promis. Okay. Bonne émission à vous. Je vais les laisser bosser quand même un petit peu et je vous retrouve dans un petit instant. On va passer justement avec un autre public. Voilà, vous allez voir, c'est assez différent, mais qui eux aussi se forment à la radio. Eh bien, c'est parfait. Petit message de Barnabé. Il a faim. Je répète, Barnabé a faim. Voilà. Bon, allez, tout de suite, sans transition, c'est parti. On va ouvrir une page de notre patrimoine orléanais avec une exposition qu'il faut voir absolument, et ça tombe bien parce qu'elle joue les prolongations.
Et cette exposition, eh bien, elle rend hommage à Louis-Maurice Boutet de Monvel, un peintre aquarelliste, illustrateur français qui s'est spécialisé dans l'illustration d'ouvrages pour enfants, dont sa fameuse Jeanne d'Arc, bien sûr, qui lui a valu un énorme succès. Et pour en parler, eh bien, on accueille Virginie Chevalot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes commissaire de cette exposition sur ce peintre orléanais. Et on va bien sûr en parler avec Émilie de cette belle exposition, de l'œuvre majeure de cet homme. D'abord peintre et puis illustrateur, une illustration qui a fort influencé. Double session de rattrapage. Hein. D'abord parce que l'expo est prolongée jusqu'en mai. Donc première excuse, pas d'excuse pour pas le découvrir. Et puis deuxième chose, séance de rattrapage pour découvrir un peintre illustrateur qui est quand même une renommée internationale et qui, je crois, ne parle pas à beaucoup d'entre nous. J'avoue. Je ne connaissais pas. Alors, on va se rattraper. Il est extraordinaire. Il est hyper célèbre aux États-Unis. Qui est Boutet de Monvel? Alors, Louis-Maurice Boutet de Monvel est né à Orléans en 1850. Il développe très tôt un don pour le dessin. Sa famille va l'encourager à poursuivre une carrière de peintre, une formation donc de peintre classique. Mais il va chercher à trouver son propre style. Et il va également s'orienter vers l'illustration, car il doit subvenir aux besoins de sa famille. Et donc, il va débuter parallèlement à sa carrière de peintre, une carrière d'illustrateur d'albums pour enfants. Et ça, c'est tout nouveau pour l'époque, parce qu'on est aux prémices des albums de jeunesse aujourd'hui. Bon, il y en a des extraordinaires, d'ailleurs, des collections jeunesse fabuleuses, mais à l'époque, on était au balbutiement de cette sorte de livre-là. Alors, en fait, il y a déjà de la presse enfantine, il y a quand même quelques livres pour enfants, mais il a vraiment un style qui va être remarquable et qui va lui donner tout son succès et vraiment la caractéristique des dessins de Boutet de Monvel. Outre-Atlantique, en Angleterre particulièrement, il y a toute une école d'illustrateurs qui le reconnaissent vraiment comme un illustrateur remarquable en France. Et un modèle. Voilà, tout à fait. Avec un style vraiment particulier. C'est quoi son style? C'est quoi sa particularité? Alors en fait, c'est un très grand observateur du monde enfantin déjà à la base. Et pour l'album Jeanne d'Arc en particulier, il sait très bien développer le mouvement. Il fait des compositions dans son album sur double page avec des personnages qui sortent du cadre. Il y a beaucoup de dynamique. Et en fait, c'est très expressif. Dans ses albums, c'est un dessin stylisé. Il part de modèles de son entourage. Ses fils posent régulièrement pour lui. On les retrouve aussi dans ce tableau. On les reconnaît bien, a priori. Voilà, ici, ses deux fils et sa femme dans ce tableau qui se trouve à Washington. Donc, voilà, son travail d'illustrateur va avoir une influence sur son travail de peintre après. En fait, il utilise à chaque fois toutes ces différentes techniques, ces différentes approches de la représentation pour enrichir son parcours et son style. Ce tabac qu'il fait pour Jeanne d'Arc, c'est un album qui sort en 1896. Tout à fait. À l'époque, la commande est un peu particulière. Quelle image on veut donner de Jeanne d'Arc quand cet album sort? Alors, c'est vrai, c'est une période où on cherche vraiment à mettre en avant, à faire connaître ce personnage qui cristallise le sentiment patriotique et religieux en même temps. Et il faut le faire connaître. Donc, elle est connue dans les arts, la littérature, évidemment, mais on veut aussi la faire connaître aux enfants. On la connaît plutôt dans les manuels scolaires, mais là, voilà, c'est le début des albums pour enfants. Et il va présenter, il veut la présenter d'une manière différente. Et on voit comme c'est moderne pour cette époque, puisque ces albums ont été réédités jusqu'au XXIe siècle. C'est peu d'ailleurs, parce qu'elle a été beaucoup utilisée dans le sentiment patriotique par des partis politiques, qu'à l'origine, c'est le Parti communiste qui utilisait Jeanne d'Arc. Alors, pas à l'origine. En fait, Jeanne d'Arc de bord en bord. Dans les années 60, particulièrement, elle était un symbole communiste. Donc, voilà. Donc, il faut venir au centre de documentation Jeanne d'Arc, qui se trouve dans la maison de Jeanne d'Arc, pour découvrir toute cette diversité et ce personnage à travers les siècles. Alors justement, moi, j'aimerais savoir ce qu'on va découvrir dans cette exposition. Est-ce que ce qu'on voit là, c'est visuel, on va pouvoir les retrouver, ces gravures, ces peintures, voilà, tout à fait. En ces fait, illustrations. On part donc de dessins d'ateliers qui ont été achetés qui ont été acquis et qui font partie maintenant des collections du Musée des Beaux-Arts d'Orléans en 2016, suite à la dispersion des œuvres de cette famille, puisqu'il y a Louis-Maurice, mais également son fils, Bernard. Et donc, on trouve dans cette exposition des dessins préparatoires pour l'album pour enfants, mais également pour les projets picturaux qui ont découlé du succès de cet album. Cet album a été traduit donc en anglais l'année suivante, en 1897.
1897, a eu un grand succès. Donc là, on découvre tout les dessins à la fois le travail préparatoire qui lui a permis de concevoir l'album, oui, et à la également fois le les travail tableaux. préparatoire des commandes qui ont été faites, parce qu'il a eu des commandes extraordinaires de peinture qu'il a réalisées dans des lieux. Alors, il a eu une commande d'œuvres monumentales, ce que tout peintre espère toute sa vie, pour la basilique de Domrémy, qui est le village natal de Jeanne d'Arc. Malheureusement, il a dû interrompre au bout de deux peintures. On trouve une de celles qui est inachevée, la vision de Jeanne d'Arc dans le hall du musée des Beaux-Arts. C'est une chance d'avoir cette pièce rescapée. Et à la suite donc de cet échec, de cet abandon de projet, il a eu des commandes d'un sénateur américain, William Andrews Clark, qui a souhaité décorer une de ses nombreuses pièces de son palace sur la 5e avenue de New York. Et il a choisi Boutet de Monvel, qui était connu, qui avait une réputation, puisqu'il avait fait une tournée américaine en 1899 pour présenter ses œuvres. Bien voilà, il est en tournée en ce moment à l'hôtel Cabu à Orléans. Oui, voilà. C'est ça, il ne faut pas le manquer, c'est jusqu'au 12 mai. Voilà, puis si on veut plus d'infos, on va sur orléans-métropole.fr. Bien évidemment. Merci beaucoup d'être venue nous voir, Virginie Chevalot. Et puis, on viendra voir cette exposition. Petits et grands, venez découvrir cette œuvre extraordinaire. Il y en a vraiment pour tous les goûts jusqu'au 12 mai 2019. C'est bien noté. Merci beaucoup. Et puis nous, on va retrouver Héloïse aux Assises du journalisme à Tours. On a fait de la radio tout à l'heure. On va continuer à monter le son avec vous, c'est ça ? Exactement, on va continuer à faire de la radio, mais je voulais vous présenter 3 jeunes femmes qui vont bientôt prendre ma place. Voici Elisa, Louise et Camille. Elles viennent toutes les 3 de participer à un atelier de radio avec Radio Campus. On va vous le présenter, cet atelier. Mais comme vous venez tout juste de finir votre émission, les filles, dites-moi simplement déjà, toi, t'étais l'animatrice principale, Louise. Ça s'est passé comment ? Ça s'est très bien passé. J'étais animatrice avec Camille et on a été bien, je pense. Est-ce qu'il y avait un peu de stress, d'appréhension ? Comment ça s'est organisé, là, votre émission ? Au début, on a déjà commencé par écrire nos articles. Et après, quand on a commencé l'émission, on est forcément un peu stressé. Enfin, moi, obligatoirement, parce que... T'avais tout qui reposait sur tes épaules, en fait. Ouais, voilà. Et après, non, en vrai, j'ai trouvé ça plutôt pas mal. Ouais, votre sentiment, là, maintenant que vous avez terminé cette émission, c'est chouette d'être journaliste radio ? Ouais, vachement. Moi, j'ai trouvé ça vachement cool et puis ça nous permet de faire une première parce qu'après, avec le collège, on va refaire une émission et donc c'est un peu un exercice. Au moins, tu sais à quoi ça ressemble. Toi, t'as trouvé ça comment ? Moi, j'ai trouvé ça génial de pouvoir tester ça dans des vraies situations. Et avec les copines, ce qui enlève un peu de stress aussi. Voilà, ça m'a mise en confiance. Et toi, t'as aimé ? Oui, moi j'ai trouvé ça un peu dur parce que forcément il y a les lançages des jingles, faut faire des signaux techniciennes. Ouais. Ah, toi t'étais côté technique ou t'étais côté animatrice ? Moi j'étais animatrice avec Louise. Et donc les signaux, c'est un peu dur à gérer, savoir quand parler, etc. Oui, savoir quand est-ce que les jingles vont être lancés, quand est-ce recommencer, c'est pas facile. Merci beaucoup les filles, justement je vais aller voir l'autre groupe qui est en train de commencer son émission, donc merci à vous. Vous êtes toutes les 3 du collège Jean Renoir de Bourges. Et bonne visite des Assises, amusez-vous bien. Je vais aller justement voir l'atelier dont elles sortent. En fait, à l'instant, je vais aller voir Erwan. Erwan, bonjour Erwan. Erwan, vous êtes de Radio Campus Orléans. Exactement. Bon, il faut qu'on aille à Tours pour vous trouver, mais vous êtes de Radio Campus Orléans. Alors, vous, c'est quoi votre mission dans cet atelier ? Expliquez-moi. Alors moi, je fais l'atelier technique, la partie technique de l'atelier justement qu'on propose aux scolaires aujourd'hui et sur toute la semaine, donc mercredi, jeudi et vendredi. Donc aujourd'hui, j'en ai 2 qui sont en 4e si je me trompe pas. Alors c'est Camille et Marine. Marine ? Je ne me trompe pas dans les noms, faut pas se tromper dans les noms, c'est important. J'ai le même problème souvent que vous, Erwan, vu que je croise pas mal de monde. Vous allez gérer toute cette émission. Vous avez combien de temps là pour mettre sur pied une émission en fait et les former tous ? Je tends pas mon micro, vous avez le vôtre en fait. Alors en tout, Héloïse, il y a 45 minutes depuis l'accueil jusqu'au départ de nos collégiens pour justement pour la rédaction, voilà, créer du contenu, créer une interview et également former à la technique. 45 minutes pour former à la technique, c'est un défi quelque part. Oui, parce que c'est un métier qui s'apprend sur des formations longues, etc. Exactement. Ouais. Donc 45 minutes pour les former. Donc là, j'étais justement en train de les expliquer le concept des tranches, que chaque tranche correspond à une entrée.
Sur la console, on a d'un côté les micros, on a d'un côté l'ordinateur, on a le réglage pour les casques et les enceintes. Et justement, j'allais leur expliquer à l'instant que quand on a les micros qui sont ouverts, on évite également d'avoir les enceintes, sinon on a ce qu'on appelle des larcènes. Et dans le jargon du métier, les larcènes, en fait, c'est le petit bruit qu'on a quand un micro est trop proche d'un haut-parleur. Ouais, ce qui nous fait tout de suite passer l'envie de continuer d'écouter. C'est dans l'ADN de Radio Campus, tous ces ateliers, vous en faites tout le temps en fait. Oui, pas mal de Radio Campus. Alors à Orléans déjà, à Tours, il y a également d'autres Radio Campus qui le font, notamment MNE, parce qu'il y a Ninon qui est avec nous ici présente. À Orléans, ça fait déjà quelques années. On a un de nos salariés qui, en plus d'être technicien de la radio, il est justement affilié aux ateliers. On a la petite brochure atelier, je ne l'ai pas avec moi malheureusement. Non, mais vous inquiétez pas, on pourra trouver ça sur Internet sans aucun problème, j'en suis persuadée. Sur Internet. Et vous travaillez beaucoup avec des scolaires, mais avec plein d'autres publics, des publics empêchés, des personnes en situation de handicap aussi. Radio Campus, on ne l'a pas dit, Radio Campus c'est une radio étudiante. Voilà, publique. On n'est pas obligé d'être étudiant pour pouvoir écouter Radio Campus. Non, par contre pour la faire, oui. Non, pas forcément. Okay. C'est bien qu'on soit étudiant pour être à Radio Campus, mais pas à Campus Orléans. On a beaucoup de bénévoles qui font les émissions du soir notamment, qui ne sont pas bénévoles ou qui l'étaient il y a de cela une dizaine ou une vingtaine d'années. Et qui ont continué finalement, qui sont restés parce que c'est aussi un bon endroit pour se former. Merci beaucoup Erwan, je vous laisse bosser avec les filles. Merci. Ce que je ne vous ai pas dit, c'est que des radios campus, il y en a 27 en France. Évidemment, ils diffusent, évidemment, ils font plein d'émissions, mais ils font aussi tout ça. Ils font de la pédagogie et ça, c'est hyper important et ça, on le met énormément en avant ici aux Assises. Et c'est vrai que c'est une bonne école, la radio, bien évidemment. Et puis moi, j'écoute Radio Campus sur la route, voilà, quand je fais Paris-Orléans régulièrement. J'ai un petit message pour vous. Vous avez un coucou de Nathalie Garnier qui s'est occupée de Apollon et Barnabé, c'est ça? Un petit peu vos petits chats, c'est ça? Elle est avec nous. Elle est comportementaliste. Et on va parler des chats. D'ailleurs, ces chats sont devenus fous maintenant. On vous lâche pas, de toute façon, avec les chats, Héloïse, jusqu'au bout. Ce sont des stars, mes chats. Ouais, allez, à tout à l'heure. Et oui, on va continuer, bien sûr, à parler des chats avec Charlie. Et bien sûr, Mademoiselle Garnier. Allez, c'est parti. Et oui, Mademoiselle Garnier, Nathalie de son prénom, elle est avec nous. Bonjour Nathalie. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien. Et ouais, ça va super bien, merci. Ils étaient sympas les chats d'Héloïse? Ah ouais. Très. Balancé, ouais, c'est ça? Bien élevé? Je ne dirai rien. Oh là là, le secret professionnel. Quel problème de comportement avait-il? Parce qu'on dit souvent que l'animal ressemble à son maître. Bon, bah alors, zéro problème de comportement. Héloïse, elle est à l'aise partout, c'est un bonheur. Vous êtes comportementaliste spécialisé dans les chats. Avec vous, on va poser plein de questions sur nos petites bêtes à poil. Mais tout de suite, on va regarder un petit magnéto. On va tout savoir sur le sujet. Sur les chats, toutes les questions qu'on se pose, réponse dans cette vidéo au poil. C'est parti. Salut mon minou. Salut. Pas toi, je parle aux chats. Ne sortez pas les griffes. Aujourd'hui, on vous parle des chats, des matous, des minous. Du latin catari qui signifie gaieté, les chats sont des félins, donc d'excellents observateurs. L'homme se passionne pour ses boules de poils depuis des millénaires, précisément depuis l'Égypte ancienne où vivait l'ancêtre du chat domestique. Pas le chat de gouttière, mais le chat sauvage africain. Et c'est la gourmandise qui a fait sortir ces félins de leur état sauvage. En se rapprochant des entrepôts de grains sur les rives du Nil, un véritable buffet à volonté de souris et de rats s'offre à eux. Les Égyptiens ont rapidement adoré cette sécurité renforcée de leur blé. Et autant vous dire que quand des petits chatons trop mignons ont commencé à pointer le bout de leur museau, le cœur de Cléopâtre et de toute l'Égypte a fondu comme neige au soleil. On parle même d'idolâtrie. Alors aujourd'hui, malgré les bars à chats, les vêtements avec des motifs chats, et le fait que certains sont prêts à leur léguer une partie de leur fortune, notre engouement pour les matous a légèrement baissé d'un cran. Il existe même une véritable guéguerre entre ceux qui pensent que le chat reste un chasseur et n'aime pas son maître, et ceux qui pensent que le chat est le meilleur ami de l'homme. Mais guerre ou pas guerre, on trouve quand même un chat qui se prélasse tranquillou dans près de 8 millions de foyers français. Moi, vouloir être chat. Bon, voilà, une bonne explication sur les chats, Nathalie. Vous êtes comportementaliste, c'est ce que disait Fred. Vous informez, vous conseillez, vous accompagnez pour que l'on puisse vivre de manière sereine avec son chat. C'est important. Dans quel cas peut-on faire appel à vos services ?
Alors, dans tous les cas, à partir du moment où on a un chat, où on a des inquiétudes par rapport à ce chat et à cette cohabitation, ça peut être en cas de problématique. Donc, des problématiques, on en rencontre beaucoup. C'est quoi le plus gros problème ? Le plus gros problème, ce sont les pipis hors bac. Les fameux pipis en dehors de la litière qui peuvent être très, très embêtants. Notamment... quand c'est un pipi à côté de la litière, ça va, mais quand on retrouve du pipi sur le canapé, sur le lit, voire même quand le chat vient à uriner, quand nous sommes couchés sur notre oreiller, bon, c'est désagréable. Donc ça, c'est la plus grosse problématique, c'est le pipi hors bac. Ensuite, on peut rencontrer des problématiques de conduite agressive. Le chat qui attaque un autre chat, qui attaque les humains. Voilà, dans la cohabitation en général, ou une mésentente, pourquoi pas, avec un autre congénère, enfin... une autre espèce, un chien. On a aussi des miaulements intempestifs, des agitations nocturnes, quand le chat nous saute dessus à 3h du matin, par exemple. Oui, je vois de quoi vous voulez parler. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre en problématique ? Et les chats qui se lèchent, qui s'autolèchent comme ça, enfin, qui ont l'air super stressés, ça aussi, j'imagine. Voilà, des comportements autocentrés. Donc, le chat qui est sous très, très grande tension, qui se lèche, qui vient à perdre ses poils. Voilà, c'est un chat qui... Il y a des événements extérieurs comme ça qui peuvent influencer le comportement des chats ? Alors, tout peut influencer le comportement des chats. Des événements, enfin, tout ce qui vient de l'extérieur. Donc, c'est la cohabitation, c'est nous, c'est ses apprentissages, ce qu'il aura vécu. Si on le prend dans un foyer à la SPA, par exemple, qu'il a eu un vécu, ça peut jouer. Tout à fait. Ça, vous arrivez à jouer dessus, vous arrivez à trouver des origines, peut-être, à des problèmes comportementaux ? Alors, les problèmes comportementaux, au final, ce ne sont que des adaptations du chat. C'est-à-dire que le chat, avec ses codes de communication qui sont propres à son espèce, s'adapte en fonction de l'environnement qui lui est proposé, dans lequel il évolue. Donc, avec, bien sûr, son développement précoce, ce qu'il aura appris étant chaton, ses codes de communication, il va évoluer différemment dans son milieu de vie. De quelle manière vous intervenez, vous, outre les conseils que vous donnez au maître? Est-ce que vous avez une communication avec l'animal pour faire de la psychothérapie avec lui? Alors, je ne suis pas psy pour chat, je ne l'allonge pas sur un divan et je ne le fais pas sauter dans un cerceau enflammé. Par contre, je dialogue avec les propriétaires de l'animal. Je leur apprends à mieux communiquer avec leur chat, à décrypter leur code de communication et à les comprendre au final pour mieux vivre ensemble. Vous allez chez eux, chez les propriétaires, c'est important de rester dans l'univers du chat? Voilà, pendant la consultation, lorsque les propriétaires qui rencontrent des problèmes avec leur chat me contactent, donc on procède à une consultation à leur domicile. Je me rends donc chez eux en présence de toutes les personnes qui vivent au sein du foyer, excepté les jeunes enfants, pour pouvoir avoir le discours de chacun pour bien analyser la situation. Voilà, donc la consultation dure en moyenne 2h30 et parfois même plus longtemps. Je crois que mon record était de 4 heures. 4 heures C'était avec Héloïse, je pense. Ah oui, mais il y en avait deux. Et donc, je vais aller rechercher dans le passé du chat, donc si on le connaît, si c'est un chat de refuge, souvent on ne le connaît pas. Je vais donc aller étudier l'environnement de l'animal. C'est une approche qui est systémique. Donc on va chercher dans tout l'environnement du chat. Donc l'environnement matériel, son lieu de vie, avec les différents postes stratégiques tels que la gamelle, l'arbre à chat s'il y en a un, les zones de confort, les zones d'élimination, la litière, etc. Et puis dans l'environnement relationnel. Donc ce que vit le chat dans cette situation avec ces personnes. Il y a une amélioration au bout de combien de temps? Alors l'amélioration peut être immédiate et l'amélioration peut durer plusieurs mois, enfin peut évoluer au fil des mois. Et dans certains cas, il peut ne pas y avoir d'amélioration. Et de là, on doit trouver une solution pour replacer le chat. Mais ça, c'est dans des cas extrêmes. Ça peut arriver. On peut terminer juste par une dernière question de téléspectateurs. On en a pas mal, mais on ne pourra pas toutes les faire. Que faire lorsqu'un bébé arrive dans la famille rapidement? Un bébé arrive, il n'était pas là avant que le chat soit là. Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors déjà, ça peut générer des tensions et des frustrations du chat parce qu'il est resté aux côtés de la maman, enfin de la future maman,
qui va être arrêté et donc qui va être à la maison et donc qui sera constamment avec ce chat. Et donc là, ça peut générer justement des tensions et des frustrations parce que la femme qui devient maman n'est plus disponible pour le chat, plus autant disponible. Et plus disponible pour le papa non plus. Oh, le pauvre. On va trouver une comportement. C'est moi qui ai écrit la question. Les bon, en tout cas. Et donc, je dirais de laisser le chat tranquille et de pouvoir lui proposer un espace où il peut se retrouver seul, tranquille, à l'abri des pleurs et des cris de bébé qui peuvent le déranger, le gêner, peut-être même lui faire peur. Et sinon, on laisse le chat s'approcher du bébé, on laisse faire connaissance avec lui, on ne le force pas et on ne le punit pas. Eh ben super, merci beaucoup. Nathalie Garnier, vous avez une petite adresse, Charlie? Oui, prestige-animal.fr, c'est votre site internet pour retrouver tous ces conseils et faire appel à vos services, évidemment. Merci beaucoup, Nathalie. Merci, Charlie. Et puis, sans transition, on va arrêter de parler des chats, c'est bien dommage, mais on va vous proposer le portrait d'un chef 2 étoiles de la région. C'est l'unique chef 2 étoiles de la région. Il s'appelle Rémi Giraud. Il tient de main de maître les cuisines du domaine des Hauts-de-Loire à Onzain, dans le Loir-et-Cher. Et cet épicurien qui a l'amour de la cuisine autant que des gens dispense toutes les semaines des cours qui lui ressemblent. Regardez. D'habitude, la cuisine, c'est l'envers du décor. Mais ici, c'est plutôt le devant de la scène. Alors on va faire un carré d'agneau avec une duxelle d'escargot. Et les acteurs de cette pièce en 3 actes sont sous la baguette d'un chef d'orchestre aguerri. Allez, on est parti. Tiens, on l'entend chanter déjà. Premier acte, la préparation. Et le chef à l'œil. Alerte. Alerte, regarde. On coupe d'abord ça comme ça. On gratte ici. Mon œil a échappé aux carottes. Les apprentis au fourneau sont des clients de l'hôtel, mais aussi des habitants du coin. Mais on arrive toujours à trouver un terrain d'entente et que l'expert ou le novice soit mélangé, ils trouvent un terrain d'entente et ils se font une joie de prendre leur marque dans le cours et puis de se faire plaisir et me faire plaisir, bien entendu. Ou alors, Et le chef n'est pas avare pour révéler ses trucs et astuces. La cuisine, c'est un petit peu une histoire d'amitié aussi entre copines. Donc on s'échange des tas de trucs, des tas de recettes. On s'invite les unes chez les autres. Donc quand on a des petites astuces en plus de l'art d'aimer, c'est quand même pas mal. Ah bah tu sens le laver, tu sens... Ah bah oui, tous les légumes. Faut tout concentrer de les saveurs. Tu perds rien, allez-y. Tu perds rien du goût. En 24 ans de cuisine au domaine des Hauts-de-Loire, Rémi Giraud n'a jamais perdu ses étoiles. Un talent et une exigence sans faille qui ont construit sa notoriété. Quand on arrive à avoir deux étoiles au Michelin, ça prouve qu'il y a quand même un travail important derrière. C'est pas par hasard. Hein. Et donc, Monsieur Giraud, il apporte beaucoup de choses. Hein. Il connaît tout. Hein. Acte 2, la cuisson. La cuisine, c'est de l'art. Il y a des couleurs superbes. Au final, après 2 heures de travail, le dressage. Chacun prépare son assiette, agneau aux escargots et semoule aux petits légumes. Acte 3, dégustation. C'est effectivement un des meilleurs moments, mais la préparation est tout aussi importante. Vraiment, là, c'est la régalade. C'est un moment que j'aime bien. En fin de compte, c'est un moment d'échange, de convivialité. Voilà. Le bonheur autour de la table. La conversation se poursuit tard dans la soirée. C'est ça, la magie de la cuisine. Et ça met en appétit. Waouh! Et puis un chef comme ça, généreux, qui partage ses savoirs, ça fait toujours plaisir. Et ça se passe dans notre région. Et tout de suite, on va retrouver Héloïse, qui se trouve toujours aux assises du journalisme à Tours. Ma chère Héloïse, j'ai presque envie de vous dire, paye-toi un journaliste. Mais les gens vont peut-être penser que c'est une insulte, alors que pas du tout. Et vous allez nous expliquer pourquoi. Voilà. Et non. Bah oui, c'est surtout Coralie qui va nous expliquer ce que c'est que paye-toi un journaliste. Personnellement, je connaissais, je ne suis pas sûre que le grand public connaisse, certains, oui. C'est quoi paye-toi un journaliste, justement, Coralie? Paye-toi un journaliste, c'est un collectif de journalistes, pigistes ou salariés, en poste en tout cas, à Montpellier. Ouais.
On a décidé de créer ce collectif suite aux premières agressions de journalistes, notamment de notre consoeur Céline Durchon, journaliste pour BFM TV notamment. Ouais. Donc au moment, on est d'accord, de la crise des Gilets jaunes. Voilà. Donc au lendemain de la crise des Gilets jaunes, du 17 novembre, ce collectif se crée pour répondre à un besoin. Il y a une défiance grandissante des citoyens envers les médias et des critiques formulées envers les journalistes. Et des actes, en l'occurrence. Et des actes. Ça s'est traduit par une violence sur le terrain. Comment on peut y répondre? Donc on a ouvert une page aux citoyens et aux journalistes pour qu'ils puissent venir dialoguer, échanger. Alors d'une façon plus ou moins réussie, parce que parfois c'était compliqué de canaliser les débats. Mais voilà, c'était l'idée à la base de la page Facebook. Et là, le collectif, on essaye de mettre en place tout un tas d'autres activités pour renouer avec le citoyen. En fait, c'est vos petites assises à vous, en fait, synthétisées sur une page Facebook, en fait, là où le dialogue doit se créer, en fait, là où les échanges doivent se faire. Quel bilan vous faites aujourd'hui, justement, de ce collectif, en tout cas de cette page et de tous ces échanges? Il y en a énormément, je suis sur cette page. Il y a beaucoup de choses. Il y a du bon, du mauvais. Il y a du très méchant parfois aussi. Vous disiez, on a créé un monstre. Oui, tout à fait. On n'avait pas conscience qu'on allait se confronter à autant de haine, de trolls, de parfois des griefs très justifiés aussi. Hein, oui, mais donc quand vous montez la page, vraiment la page Facebook, vous vous dites. On va voir, mais vous pensiez pas que ça allait être aussi dur, aussi violent? Déjà, on pensait pas avoir autant de monde. On a eu 3000 personnes en 3 jours inscrits sur la page, donc on s'entendait pas à un tel. Donc c'est qu'il y avait vraiment un besoin, et puis surtout, on pensait pas que ça créerait autant de débats. On savait pas non plus si les journalistes viendraient témoigner. On a lancé un hashtag et une page sans vraiment savoir si ça allait prendre. Probablement, comme la personne qui a lancé Balance ton porc n'avait probablement pas idée de ce que ça allait engendrer derrière. Aujourd'hui, vous avez parlé là, ici, pendant 2 heures, vous avez fait un workshop justement pour parler de ça et justement pour demander quoi aux gens finalement? Qu'est-ce que vous avez demandé aux participants? Qu'est-ce que vous leur avez suggéré? Quelles étaient vos attentes? On avait besoin de demander à la profession notamment comment ils pouvaient nous aider à répondre aux questions, aux attentes et aux griefs des citoyens, et quelles sont les solutions et les propositions qu'on peut faire émerger pour faire avancer le métier dans le bon sens et apaiser le dialogue. Renouer avec le citoyen, c'est encore très ambitieux, mais au moins apaiser le dialogue et peut-être pouvoir travailler un peu plus sereinement, parce que pour l'instant c'est ce qui nous manque. D'accord. Et qu'est-ce qui ressort justement? Plein de choses, au contraire. Vous êtes contente? C'était une conversation extrêmement enrichissante. Ce qui ressort, c'est qu'il faut qu'on s'ouvre plus les rédactions, qu'on montre plus comment on travaille, qu'on fasse venir les gens directement dans nos bureaux, qu'on fasse venir les gens, ou peut-être dans nos salles de rédaction, en complément des articles, on explique comment l'article a été construit, comment la vidéo a été mise en ligne, pourquoi tel angle. Peut-être que les présentateurs en plateau doivent un peu plus expliquer pourquoi ils ont choisi un angle par rapport à un autre. Qu'on reprenne peut-être les bases qui pour nous semblent naturelles et logiques, mais qui ne le sont pas du tout pour le public. Oui, exactement, pour le grand public. La suite, ça va être quoi? La suite, déjà, dès la semaine prochaine, c'est des interventions dans les écoles pour la semaine de la presse. Pour nous, c'est la prochaine grande étape. Une vidéo, voire peut-être même plusieurs, qui vont ressortir de tout ce qu'on a réussi à recueillir de ces assises, parce qu'on attendait vraiment de la profession de l'aide, parce que à notre échelle, à 8 à Montpellier, on pouvait pas mener on pouvait pas tout porter sur nos épaules. Bien sûr. Donc une vidéo qui permettra peut-être de déconstruire des préjugés, de répondre aussi à des questions ou à des griefs qui sont justifiés, pour essayer de dialoguer et de faire avancer de les faire choses. De la pédagogie auprès du grand public aussi, pas seulement des enfants. Ok. Merci beaucoup d'avoir pris le temps. Il y a des gens qui attendent pour les ateliers suivants, qui seront tout aussi passionnants que celui que vient d'animer Coralie. En tout cas, nous on se retrouve dans un petit instant. Justement, vous avez réservé une surprise pour la fin. Et la passion vous va très bien, ma chère Héloïse. On se retrouve tout à l'heure, bien sûr, pour cette petite surprise qu'on attend avec beaucoup d'impatience. Et tout de suite dans notre émission. Et nous allons parler de la Journée nationale de la trisomie 21. Et la Journée nationale de la trisomie 21, c'est le 21 mars prochain. Voilà. Comme signe de ralliement? Je sais pas. Un signe de ralliement? Vous nommez...
Je veux que vous le disiez. C'est normal, les chaussettes dépareillées, c'est normal. Alors, le signe de ralliement cette année, ce sont des chaussettes dépareillées. D'ailleurs, Charlie, Émilie ont joué le jeu. Moi, je les ai là, mais comme je suis en robe, effectivement, je les mettrai tout à l'heure. Voilà, on les voit les pieds de Charlie. Voilà mes petites chaussettes à moi, pof, pof, pof. Et puis, bien sûr, notre invité également à jouer le jeu, c'est Monique Coltelloni. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Chaussettes kaki, chaussettes rayées, on adore. Vous êtes là parce que vous êtes la présidente de l'association Joie en marche, dont l'objectif est de créer dans le Loiret une structure de l'Arche accueillant des personnes adultes en situation de handicap dans un milieu que vous souhaitez visible, à dimension familiale, ouvert sur la cité. Pourquoi ? Bien pour pratiquer le vivre ensemble. C'est bien ça ? Tout à fait, exactement. Voilà. On essaye de retrouver de l'intégration jusqu'à présent et de l'inclusion. Jusqu'à présent, les personnes handicapées, on les mettait où elles vivaient dans des structures qui étaient souvent un petit peu en dehors de la ville. On ne les voyait pas trop. Et nous, à l'Arche, ce qu'on veut, c'est partager, être dans la ville et pouvoir vivre avec. Et la personne handicapée, de par sa fragilité, elle nous touche au cœur et elle nous appelle à l'unité. Et dans une société qui est un peu à l'heure actuelle clivée, le handicap, c'est quelque chose qui rassemble tout le monde, quelle que soit sa couleur politique, sa religion, son origine. Et qui nous fait avancer. Et qui nous fait avancer tous les jours dans notre émission. Voilà, elle nous touche vraiment au cœur. Et il n'y a pas aucune... Tout le monde est d'accord autour du handicap. Et je pense que mettre le handicap au sein de la ville, ça va être un signe d'unité, et de rassemblement et de partage. Alors c'est vrai que dans notre culture française, ça se fait pas. Dans les pays anglo-saxons, Europe du Nord, on est beaucoup plus à l'aise avec tout ça et justement à intégrer les personnes en situation de handicap et dans la vie de tous les jours. Dans la vie. Il y a une évolution quand même, ça évolue en France. Oui, ça évolue et fort heureusement, mais grâce à des associations comme ça. Évidemment. Voilà. Ça évolue aussi. Il y a vraiment une politique à l'heure actuelle d'inclusion, d'habitat inclusif pour la personne handicapée. Et l'Arche, qui a été créée au début des années 60 par Jean Vanier, en fait, a fait ça. Ça fait 50 ans que l'Arche fait ça. Donc, ça fait 5 ans. On a un savoir-faire, cette fédération a un savoir-faire. Elle est présente dans plusieurs villes de France, à peu près 35 communautés de l'Arche en France. Il y en a aussi dans le reste du monde. Et ce qui est intéressant à l'Arche, c'est que ça va être des toutes petites structures de vie. Des maisonnées. C'est des maisonnées. C'est ça. Combien de personnes dans les maisonnées ? 7 personnes porteurs de handicap mental qui vont être là pendant toute leur vie s'ils le veulent, jusqu'à la mort. Ils sont vraiment chez eux. Ils vivent avec des personnes n'ayant pas de handicap qui vont vivre en communauté. Alors, on va en parler de ces fameuses maisonnées. Votre association, elle existe depuis 5 ans. Vous êtes reconnu par l'Arche depuis cette année. Et du coup, ce projet de maisonnée, vous allez pouvoir lui donner naissance. Où vous en êtes, justement ? J'aimerais qu'on parle concrètement. On est très soutenu par le conseil départemental. On est soutenu par la mairie d'Orléans. Vous avez déjà trouvé le lieu ? Alors, on a trouvé 2 lieux que nous aimerions bien avoir et on est en tractation pour les acheter. Donc, je n'en dirai pas plus. Vous avez bien raison et on croise les doigts. Et donc, ils sont en plein centre d'Orléans. Ah, génial. Donc là, une belle visibilité. Vraiment dans le poumon d'Orléans. C'est génial. Ça serait formidable. Vous avez dit un mot, vous avez dit on va les acheter. Donc, ça veut dire effectivement, il faut des fonds pour ça. Exactement. Donc, ces fonds, vous les trouvez avec les organismes que vous avez cités. Alors, les fonds, effectivement, on peut être aidé par le conseil départemental. Il y a la Fondation des Amis de l'Arche qui va venir en soutien nous aider. Et puis, bien sûr, il va falloir aller prospecter auprès des industries, des PME, des donateurs. Vous êtes la bienvenue. Mais avec plaisir. Et donc, on va créer des événements pour justement arriver à avoir de l'argent. Parce que, bien sûr, le mètre carré à Orléans coûte des sous. Et il va falloir rassembler. Comment ça se passe pour les résidents, si des familles nous écoutent et qu'ils ont des personnes qui souhaiteraient trouver un logement de ce type
grâce à vous. Eh bien, qu'ils viennent. Mais financièrement, comment c'est loué, alors voilà. Alors les résidents, effectivement, ils louent. Ils sont chez eux, ils sont locataires, donc ils touchent la location logement. Ensuite, ils ont aussi leur allocation handicapé adulte. Et puis ensuite, il y a tout un tas de montages qui permet le fonctionnement de la vie de tous les jours aussi, et de payer les salariés, parce qu'il y a quand même un certain nombre de personnes qui sont salariées, celles qui vivent avec eux quand même reçoivent aussi un salaire. Il y a une partie communautaire, ils vivent ensemble, c'est leur lieu de vie, mais ils sont rémunérés aussi pour vivent avec eux, ils les aident dans le quotidien aussi. Ils les aident dans le quotidien, manger, etc. Tout à fait, ils les aident dans le quotidien. S'ils ont besoin d'aide pour la toilette, pour faire à manger, il faut à manger ensemble. Donc bien voilà, peut-être qu'ils vont pas éplucher les carottes aussi vite que les autres. Donc il faut bien quand même des gens qui font avancer les choses. Voilà. Et pendant que la personne handicapée dans la journée est à son ESAT ou à son foyer occupationnel ou à son lieu occupationnel, eh bien eux, ils vont faire un petit peu plus de ménage, un petit peu plus de repassage, etc., etc. Bien, merci beaucoup d'être venue nous voir, Monique Coltelloni. Je voulais rappeler que le 21 mars prochain, justement pour cette journée nationale de la trisomie, journée internationale. Parce qu'on se posait la question, effectivement. C'est la journée mondiale de la trisomie qui existe depuis très longtemps. Merci beaucoup. Journée mondiale de la trisomie le 21 mars. Et pour cette occasion, vous serez présente avec l'association également Trisomie 21 sur RCF, c'est ça? Exactement. Voilà, vous allez faire la radio. Nous allons animer différentes animations autour de la trisomie et du handicap mental. Merci beaucoup. Et puis bien sûr, pour plus d'informations, je vous propose d'aller voir sur le site, sur le Facebook d'ailleurs, Joie en Marche, et sur bien sûr le Facebook et le site de la Trisomie 21. Merci beaucoup, Monique Coltelloni. À très bientôt. Et puis tout de suite, on va retrouver notre Héloïse pour une dernière prise de contact à ces assises du journalisme à Tours. C'est à vous, ma belle. Bien oui, Frédéric, on ne pouvait pas terminer une émission consacrée au journalisme sans parler des dessinateurs de presse. Et alors, si je prends ma toute petite voix là maintenant, c'est parce qu'on est à la Bibliothèque centrale de Tours pour vous présenter cette expo qui fait partie des assises du journalisme. L'expo Cartooning for Peace, c'est une association, l'association du dessinateur Plantu. Et ici, vous trouvez tout un tas d'œuvres réalisées dans le monde entier et exposées ici jusqu'au 30 mars. Et puisqu'on parle de Plantu, eh bien, sachez qu'il sera à Tours demain soir. Il va venir dessiner en direct. Ce sera au théâtre Olympia. Et si vous voulez vous renseigner sur toutes les autres choses qui sont organisées durant ces assises du journalisme, eh bien, je vous rappelle, ça se poursuit jusqu'à samedi. Et le programme complet, c'est très simple. Il est à retrouver sur journalisme.com. Merci beaucoup, Héloïse. Cette émission est terminée. On se retrouve bien sûr demain pour de nouvelles aventures. Merci, Émilie. Merci, Charlie. Merci, à très bientôt, les amis. Passez une très belle journée sur France 3 Centre-Val de Loire et en région, bien évidemment. Prenez soin de vous. On vous embrasse très fort. À demain. Au revoir. Oui.